Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Jean-Marc, polyculteur éleveur de chèvres dans le département de la Vienne. Il va nous expliquer comment il prend en compte le changement climatique au niveau de son troupeau et de ses cultures. Alors Jean-Marc, est-ce que tu peux déjà te présenter pour commencer ? Bonjour, alors Jean-Marc Rossegan, éleveur de chèvres dans le sud de la Vienne, au nord de la Nouvelle-Aquitaine, en GAEC avec mon frère aîné et 2 salariés. Nous sommes sur une ferme de 215 hectares, dont une quarantaine d'hectares de prairies pour les chèvres, et on a l'irrigation. On a un séchoir à foin en botte, on a une presse à colza et un toaster à févrole. Donc on élève 340 chèvres, ça naine, et le lait est intégralement livré à la laiterie coopérative Terra Lacta. Et comment sont les terres chez toi ? Mais on est déjà dans des terres un peu difficiles, c'est très argileux, donc c'est des terres à la fois qui résistent bien l'été, mais qui sont très compliquées à cultiver. Les fenêtres idéales sont courtes et c'est pas toujours simple avec l'organisation des chantiers et en même temps l'élevage. Et donc, on a toujours voulu adapter nos pratiques à ce type de sol. Donc, voilà, on essaie de limiter, voire arrêter le labour quand on le peut, mais avec les automnes humides, c'est un peu compliqué. Et puis d'essayer d'aller vers la couverture des sols. On a planté des haies aussi, pas mal, et on continue. Et alors, tu as mis en place plusieurs solutions techniques adaptées au changement climatique, mais également à des enjeux économiques et d'optimisation de ton système. Par exemple, il y a une quinzaine d'années, il y a eu l'installation d'un séchoir à bottes. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, comment ça marche et quels sont les intérêts ? Alors, le séchoir en bottes, c'est donc on fait... alors nous, la capacité, c'est 35 bottes, donc on fait 35 bottes de foin. Alors, c'est des bottes particulières, puisqu'il faut que l'air puisse circuler bien dans la botte, donc il ne faut pas faire des bottes très serrées, enfin, il faut serrer plus le milieu que l'extérieur. Enfin, c'est assez technique. Il faut réapprendre à endainer du foin, notamment, et à le presser correctement au bon moment. Mais c'est vrai que nous, dans les argiles où on pouvait difficilement faire du foin avant fin mai, aujourd'hui, on fait du foin fin avril. Et on ne fait pas forcément plus de foin qu'avant, même si on fait assez facilement 5 coupes, mais on fait plus de bon foin. Alors justement, par rapport à la première coupe, comment tu gères ce gros volume d'herbe disponible ? Ben oui, il a fallu s'adapter parce que la première coupe, c'est le plus gros volume, et c'est encore à la période fin avril, début mai, où on n'a pas encore du super temps pour sécher du foin facilement. Donc on a fait le choix de sursemer une partie des luzernes en métail, avec du métail, de manière à pouvoir faire en gros un quart à un tiers de la surface en enrubanage, en première coupe, de manière à diminuer la quantité de foin à passer au séchoir pour ne pas se retrouver fin mai à sécher de la luzerne fleurie, quoi. Et alors, comment se déroule un chantier de fauche ? Je dirais que le premier point dont il faut bien être conscient et nous en tout cas on ne l'était pas suffisamment, c'est que faire du foin en botte, comme on est contraint par la quantité de bottes, on fait 35 bottes, environ 4 hectares à chaque séchoir. En gros, à partir du 20 avril, dès qu'il fait beau, il faut faucher. Donc on fait du foin tout l'été, tout le temps. Et en fonction, très, très en lien avec la météo, et on fauche 1, 2, 3 séchoirs, selon si le temps menace ou pas, si on peut en laisser un jour de plus au sol. Enfin, on essaie de jongler comme ça,
de manière à pouvoir, notamment pour la première coupe où on a un gros volume à passer dans un temps contraint de jours de beau temps. Alors nous, on a fait le choix on fauche J0 dans l'après-midi, on fane J1 au matin après la rosée et J2 voire J3 selon le temps. On va endainer le matin et J4 on fait les bottes et on commence à rentrer au séchoir. Sur l'exploitation, vous avez aussi fait attention sur tout ce qui est stockage et zone de manutention des bottes. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? On a voulu justement faire un stockage foin en hangar photovoltaïque standard à côté du séchoir de manière à faciliter le tri, ce qu'on ne pouvait pas faire avant parce que la capacité de stockage des bottes de foin, on n'avait que 2 fermes qui étaient disponibles, donc on entassait la première coupe au fond et puis on mettait les autres devant, et ce qui fait qu'on n'avait pas accès au bon foin au bon moment. Et ça, c'était compliqué. Alors après, avoir un stockage beaucoup plus large où on peut trier la première coupe. Et même au sein d'une coupe, on va faire des tris de colonnes de foin, de qualité, de différencier les qualités pour pouvoir mettre au bon moment le meilleur et puis aller vers du meilleur au moins bon en suivant la lactation. Alors, tu nous as dit que tu valorisais dans le séchoir de la luzerne. Est-ce que c'est la seule fourragère que tu as sur ton assolement ? Tout le monde nous avait dit oui, de toute façon, il faut sécher ce qui a un véritable intérêt à sécher, donc c'est les légumineuses, luzerne, trèfle. Et donc c'est principalement de la luzerne. Souvent on coupe, on fait 20 kg de luzerne au semis avec 5 kg de trèfle violet parce que dans les zones très humides où un hiver pourri puis la luzerne disparaît complètement, l'année d'après on a encore le trèfle qui peut produire un peu. Ça évite de risquer de manquer de fourrage. On est aujourd'hui rendu avec 1/3 de la surface luzerne en luzerne méditerranéenne, aussi parce que ça permet de décaler un peu les coupes, de pouvoir commencer un peu plus tôt la méditerranéenne avant que l'autre soit au bon stade. Et là encore, on étale l'utilisation du séchoir et d'avoir toujours du bon foin à sécher. Toujours, comme je disais tout à l'heure, de ne pas finir la saison en séchant du foin fleuri. Les périodes de semis de luzerne, nous on avait fait des essais avec des semenciers et nous dans les terres argileuses semées à l'automne, il suffisait qu'on ait un hiver un peu humide et puis on perdait 50% de la population le premier hiver. On a la chance d'avoir l'irrigation, alors c'est vrai qu'on peut se permettre plus facilement de semer au printemps parce que si on a un printemps très sec, on peut arroser. Et puis on a aussi fait assez régulièrement des semis sous couvert d'orge de printemps avec des réussites variées. La SAU est assez importante, donc il y a des cultures annuelles qui y sont présentes, à la fois pour le troupeau et pour la vente. Est-ce que tu peux nous expliciter les choix qui ont été faits ? Alors les cultures annuelles, on a fait le choix, comme on a l'irrigation, donc on a fait le choix de garder un certain nombre de cultures qui peuvent valoriser l'eau. Donc on a du maïs, même si on a beaucoup réduit la surface en maïs, et notamment pour développer les surfaces en luzerne. On arrose aussi la févrole, parce que on peut maintenir 1, voire 2 ou 3 étages de fleurs en plus. Autrement, en culture annuelle, on a du colza, de l'orge, donc blé, maïs, tournesol, épeautre pour les chevrettes notamment, et févrole, oui, j'ai dû le dire déjà, et de maintenir des rotations régulières et assez longues. Et je présume que le fait d'avoir des chèvres, c'est aussi intéressant d'un point de vue agronomique avec l'apport de matières organiques, les légumineuses, les protéagineux. Ah mais c'est sûr que protéagineux, légumineuses vont nous faire des très bonnes têtes d'assolement. D'avoir un troupeau, c'est qu'à la fois mes terres nourrissent mes chèvres et mes chèvres nourrissent mes terres. Donc ça, c'est très intéressant. Et nous, on le voit bien dans le groupe de développement grande culture qu'on a sur le secteur. Les céréaliers en céréales depuis plus de 30 ans, on voit certaines terres qui sont à moins de 0,5% de matière organique. Et on sait qu'on est justement dans les terres de brande, on est déjà un peu faible en matière organique, alors que nous,
dans les parties où il y a de l'élevage, on se retrouve avec des terres qui sont plutôt entre 2,5 et 3,5 de matière organique. Même si c'est pas parfait, mais et on progresse en limitant les labours et en augmentant les intercultures. On continue de monter en matière organique. Bon, alors continuons avec nos chèvres. Tu produis une diversité de fourrages et d'aliments. Ça permet de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier d'un point de vue agronomique. Comment tu distribues facilement toute cette diversité d'aliments? Enfin, je veux dire, l'automate permet de valoriser de l'enrubanage, du foin et plusieurs concentrés en même temps? Alors là, on a fait le choix. On avait fait un essai avec une mélangeuse et on trouvait que c'était très bien, qu'on en était très content. Le seul reproche qu'on avait, c'est que à chaque aliment sur une mélangeuse, il fallait aller jusqu'au poids donné pour changer d'aliment. Donc en fait, on donnait toujours plus qu'il fallait dépasser s'il y avait 200 kg de foin, tant que tu n'es pas rendu à 201 kg, tu changes pas, tu passes pas à l'aliment suivant. Alors que là, avec l'automate d'alimentation, c'est presque au gramme près, quoi. Donc on a des rations qui sont beaucoup plus précises que ce qu'on était capable de faire avant. Dans l'automate, les concentrés sont aussi mélangés pour faire des économies en concentrés protéiques et améliorer ainsi le bilan environnemental de l'élevage. Tu as aussi fait le choix de mieux valoriser les protéines produites dans tes champs, notamment avec de la févrole. Donc j'ai évoqué qu'on avait un toaster à févrole parce qu'on se disait, voilà, on a un plan protéines en France, on se dit pourquoi faire venir de la protéine de l'autre bout de la planète. Et la coopérative fait aussi des essais pour produire du soja local. Donc on travaille tout ça pour arriver à... donc on récolte notre févrole, on la toaste pour remplacer une partie, toute ou partie du soja qu'on utilisait dans la ration. Autre sujet, les chèvres sont en chèvrerie en été ? Alors oui, nous les chèvres adultes sont en bâtiment et c'est vrai qu'on avait des bâtiments, enfin notamment une partie qui était vieille où c'était simplement de la tôle alu qui chauffait fort quand même l'été, même si on avait des extracteurs d'air. Et donc là, avec l'extension du bâtiment, on en a profité pour retravailler tous les anciens bâtiments. Donc on a enlevé les toitures et pour remettre des toitures isolées. On a même enlevé les extracteurs d'air pour passer en dôme lumineux ventilé. Donc c'est plus clair qu'avant, parce que les translucides d'avant commençaient à être un peu sombres et ça chauffait pas mal. Alors que là c'est tout petit, mais ça apporte beaucoup de lumière sans trop chauffer et il fait bon dans le bâtiment. On a tout de suite senti la différence avec la toiture isolée. Et sur la façade ouest, vent dominant et puis aussi beaucoup de luminosité, on avait des parpaings, bord de mur en parpaing, et qui chauffaient énormément l'été, c'était un vrai radiateur. Donc c'est pareil, tout ça c'est isolé, maintenant c'est voilà, un mur en double, comment on appelle ça, panneau sandwich, voilà, isolé, de manière à ce que ce soit beaucoup plus sec l'hiver et beaucoup moins chaud l'été. Donc c'est pareil, les animaux sont beaucoup plus à l'aise dans le bâtiment. On sentait bien que l'été, on voyait qu'il n'y avait pas de chèvre qui allait se coucher auprès du mur tellement c'était chaud. Et là, c'est beaucoup mieux. Et puis on a planté une haie donc qui va protéger des vents, protéger du soleil qui tape directement sur le mur aussi, et filtrer l'air un peu, rafraîchir l'air qui rentre dans le bâtiment. Merci Jean-Marc pour cet échange. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.